Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Stéphanie et bienvenue dans Mama Libré. Merci Anaïs, bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, Stéphanie Senoli. Donc, tu es coach holistique en relations amoureuses et tu as créé donc sur les réseaux Facebook et Instagram, on peut te retrouver sous le nom de Couple Sacré. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai souhaité te faire intervenir pour que tu nous parles de la sexualité, puisque dans la parentalité, dans la maternité, c'est un sujet qui est tabou. Et pourtant, le couple dans la parentalité, c'est un pilier central et puis c'est même le pivot de la famille. Donc, c'est hyper important. Et on peut pas concevoir d'enfants et ni concevoir la définition même du couple se définit aussi par la sexualité. Tout à fait. C'est important de le nommer ici. Et après l'arrivée d'un enfant, souvent les couples peuvent expérimenter, vivre certaines problématiques dans les attentes de chacun, les besoins. On parle aussi de libido parfois en baisse avec la fatigue, avec le stress que ça génère. Moi, j'aime beaucoup aussi parler dans la maternité, comme je te le disais, la notion de le jour de l'accouchement, la naissance fait intégralement partie de la sexualité. Et j'aime à le dire puisque aujourd'hui, en mon sens, la façon dont les femmes accouchent en France ne convient pas du tout à l'intimité nécessaire dans ce moment qui fait partie de la sexualité. C'est-à-dire qu'il y avait eu un spot télé italien qui avait mis en lumière ça, qui montrait un couple en train de faire l'amour dans une salle d'hôpital et puis il y avait le corps médical qui rentrait, allumait la lumière, enfin voilà, et qui montrait l'aberration et de cette façon de faire. Et c'est important de le redire parce que au niveau du jeu hormonal qui se joue, le jeu hormonal nécessaire pour que l'accouchement se passe bien, le plus fluidement, avec le moins de douleur aussi possible, puisqu'il y a tout le jeu hormonal, et la femme, elle a besoin de se sentir bien, en sécurité, et elle aurait besoin d'être dans les mêmes conditions que l'acte sexuel. Et dans ces mêmes conditions se joue la naissance. Et dans la naissance, il peut y avoir aussi certaines mémoires qu'a le corps, même si notre conscient n'en a pas forcément la mémoire. Notre corps, lui, la mémoire de tout. Et au moment de la naissance, vu que c'est un acte sexuel, il y a aussi une grande ouverture. C'est la plus grande ouverture que va vivre le corps de la femme, toute son histoire. C'est un moment aussi qui peut être assimilé à un moment de grande vulnérabilité. Et dans cette grande ouverture, dans cette sensation, d'ouverture au monde et cette sensation de vulnérabilité, certaines mémoires, comme les mémoires d'abus sexuels, peuvent remonter à la surface. Et ça peut avoir un impact majeur, déjà au moment de la naissance, sur l'accouchement lui-même, sur son bon déroulement, parce que la femme, elle va avoir, même si elle va pas réussir à conscientiser à ce moment-là que c'est cette mémoire-là, ces mémoires d'abus qui remontent, elle va avoir des sensations potentiellement d'anxiété, de stress qui remontent, de l'inconfort et une hypervulnérabilité aussi parfois. Et ça peut vraiment avoir un impact sur l'accouchement lui-même, mais aussi après avoir un vrai switch, avoir un vrai impact une modification de comportement, de son comportement dans sa sexualité.
Et comme on en parlait ensemble en amont, il y avait cette mémoire, cette notion aussi que l'accouchement, donc la naissance d'un enfant, du premier enfant en tout cas, marque vraiment une nouvelle étape dans la vie du couple. Donc il y a la construction d'une famille, d'une autre entité un peu qui va être supérieure même au couple. Quelque part, et de cette famille, l'homme va devenir un père et la femme va devenir une mère. Tout à fait. Et dans ce schéma-là, eh ben, il y a beaucoup de choses inconscientes aussi qui vont ressurgir. Et toi, tu parles beaucoup des archétypes notamment. C'est ça. Bah, la mère, le père sont des archétypes. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu disais par rapport à la naissance et la sexualité que je trouvais hyper intéressante. En fait, c'est que c'est vraiment la même énergie. En fait, on entend souvent parler de Kundalini. C'est vraiment ça. C'est l'énergie de création et c'est l'énergie sexuelle. Donc, en fait, les deux sont vraiment la même chose et c'est vraiment lié sur ce canal-là. La Kundalini, elle s'exprime aussi dans l'union du masculin et du féminin. Donc, dans l'acte sexuel, ça va être matérialiser le masculin et le féminin qui vont s'unir pour créer la vie. Et couple sacré, c'est aussi avant tout ça, c'est unir son masculin et son féminin pour revenir à cette énergie de Kundalini, cette énergie de création et cette libido qui va faire qu'on va pouvoir désirer derrière son ou sa partenaire. Hmm. Donc, dans le couple, il y a aussi beaucoup ça, c'est que comme tu parlais d'archétypes, l'archétype de la mère, l'archétype du père, il va y avoir beaucoup de choses qui se jouent dans l'inconscient. Au niveau de la femme, bah, l'archétype de la mère, c'est la femme limite prude, la sainte n'y touche, alors Hmm. que dans la sexualité, bah, un homme, il n'a pas forcément envie de faire l'amour avec sa mère. Et pourtant, c'est un peu l'énergie qui s'en dégage quand on est après une naissance ou parfois même des femmes qui sont déjà enceintes. Elles sont tellement dans cet archétype-là que bah, tout de suite, elles n'ont plus de libido, elles n'ont pas forcément de désir parce qu'elles sont déjà dans ce rôle en fait de mère et qui dans l'inconscient collectif est associé à bah, je suis maman, il ne faut surtout pas que j'ai de désir, il ne faut surtout pas que j'ai de pulsion de quoi que ce soit. Au niveau de l'homme, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme le complexe d'Oedipe, il y a la mère et il y a la putain, donc il faut pas mélanger les deux. Les paroles sont un peu crues, mais c'est vraiment les croyances en fait qui sont derrière. Dans les accompagnements, les personnes que j'ai, que ce soit homme ou femme, c'est vraiment les mots qu'on peut employer. Et bah, je pense que si on se pose là 5 minutes, on décrit une femme sexy, très osée, très affirmée, les mots qui viennent tout de suite dessus, en général, dans les croyances, ça va être bah, la salope, la pute, la fille facile, toutes ces choses-là. Et Hmm. en fait, pour une femme, d'avoir ces croyances-là, ça va la bloquer elle-même dans sa sexualité, puisque justement, elle se refuse d'incarner cet archétype-là d'elle-même, alors que bah, finalement, ça fait aussi partie de nous et ça fait partie de la féminité et du désir, de la sexualité et toutes ces choses-là, quoi. Est-ce que tu veux bien nous redire pour les femmes qui connaissent pas du tout cette notion d'archétype, Bien sûr. comment on définit un archétype et puis quels sont les différents archétypes, par exemple, de la femme, puisqu'ici on s'adresse un peu plus aux femmes aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Bah, un archétype, c'est un peu c'est comme si vous aviez des casquettes, en fait. Dans la vie, tu as la casquette de la fille, tu as la casquette de la femme, la casquette de la mère, la casquette de l'employé ou de la patronne, c'est tous les rôles sociaux, en fait, qu'on peut avoir dans notre vie. Donc, ça va dépendre d'une femme à une autre. Il y en a qui vont avoir que deux, trois archétypes, comme il y en a qui vont avoir un panel plus large. Et ces archétypes, c'est uniquement des masques, en fait, si je peux dire, qu'on va mettre à un moment donné de sa vie, de son évolution. Et l'idée, c'est de pouvoir être en phase avec chacun de ses masques, chacun de ses habits. C'est comme si vous avez une veste le matin, bah, ok, quelle veste je vais mettre aujourd'hui, dans quelle veste je me sens le mieux. Et pour moi, le but, c'est de pouvoir aider les femmes à incarner chacun de ces archétypes et à se sentir bien dans chacun de ces archétypes et à pouvoir bah, jongler plus facilement d'un archétype à un autre plutôt que de le subir ou plutôt que de le rejeter parce qu'il y a une facette de nous qu'on ne veut pas voir. Donc ça demande aussi bah, une certaine vulnérabilité d'aller voir ses parts d'ombre pour pouvoir bah, incarner vraiment sa pleine puissance et sa féminité dans absolument toutes ses facettes, tous ses archétypes, que ce soit à la lumière ou à l'ombre.
Selon toi, qu'est-ce qui peut bloquer justement et qui a un impact majeur ben voilà, dans ce que tu décris dans nos sexualités, c'est-à-dire ben, le devenir mère, je deviens ben, voilà, l'archétype de la mère, donc un certain sérieux, une certaine pudeur, et quelque part, je me coupe de l'archétype ben, de la séductrice aussi, de cette fille qui est plutôt dans le charnel, qui va être dans la séduction, qui va être dans son corps charnel, vraiment à 100%. Qu'est-ce qui vient se jouer et quels peuvent être les blocages en fait qui font que ben on fait le choix à un moment, celle-ci, elle est autorisée à ce moment-là de notre vie, puis celle-là, elle doit être cachée, qu'on en a presque, on peut en avoir honte. Il y a Oui, ça. tu peux le dire, hein, honte, culpabilité, c'est ce qui ressort le plus en général avec ces archétypes-là. Ce qui peut bloquer, bah, il y a déjà les croyances sociétales, hein, de dire qu'une femme qui est séduisante, c'est pas forcément une fille bien. Euh, et puis après, avec la sexualité, avec l'accouchement qui fait ressortir aussi beaucoup de mémoires, notamment, on en parlait tout à l'heure, sur tout ce qui va être abus sexuel, abus du masculin. En fait, vu que la femme peut avoir vécu ou peut faire partie d'une lignée de femmes, que ce soit battues ou violences sexuelles ou quoi que ce soit, bah, on va se couper de cet archétype-là pour ne pas revivre en fait ces choses-là. Ne pas se mettre en danger. Donc, il y a une notion de je me mets en danger quand je suis dans cet archétype. Tout à fait. Et en fait, le danger, il est seulement réel dans le sens où on aurait une polarité masculine, j'ai envie de dire, désincarnée. Parce que si je mets mon pouvoir à l'extérieur, forcément, il y a un danger derrière. Donc, si j'incarne cette facette de moi, j'ai effectivement plus un danger de vivre des abus derrière que si mon masculin est incarné à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que ces mémoires ont existé à un moment donné, parce que bah, l'homme était celui qui s'occupait de la sécurité. Donc, quelque part, on donnait le pouvoir à l'homme, ce qui est en train de se rééquilibrer à l'heure d'aujourd'hui, enfin, ne serait-ce qu'avec tous les droits de la femme, le fait qu'on ait le droit d'aller travailler, on ait le droit de voter, enfin, toutes ces choses-là, choses qu'avant, on n'avait pas, en fait, concrètement. Donc, on n'avait pas ce pouvoir-là. Et puis aussi, tu vois, quand tu parles de droit, il y a aussi quelque chose au niveau de la contraception. Et je pense que vu qu'on parle de sexualité, c'est pas anodin. Aujourd'hui aussi, on a la liberté de pouvoir avoir une contraception ou non, de pouvoir garder un enfant ou non, d'avorter ou pas. Et ça, c'est une liberté que une génération avant nous, elle n'avait pas. Donc c'est pas si vieux en fait. Enfin, une génération, non, une ou deux, nos grands-mères n'avaient pas cette liberté. C'est-à-dire qu'elle elle rencontrait un homme, il y avait un acte sexuel, c'était fini, elle était enceinte et puis fin du game en fait. La récréation est terminée, voilà. Mais c'est ça, en fait, on a été complètement dépossédé de notre corps, que bah, forcément la peur de l'abus, qu'on ait vécu en fait un abus dans cette vie ou pas, elle est tellement présente dans tout ce qui est égrégore féminin ou quoi que ce soit que chacune d'entre nous, on en porte plus ou moins. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail avec le fait de se réapproprier son corps, et la sexualité marque aussi cet acte-là. C'est pour ça qu'il peut y avoir un changement plus ou moins important dans les couples en fonction notamment du premier enfant. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un passage, en fait, qu'on vit plus ou moins bien. Il y a certaines femmes qui vont carrément le vivre comme un viol, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui passe en nous, en fait. Ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, dans les descriptions, certaines femmes, elles le disent, hein. Enfin, dans leurs sensations, dans la mémoire du corps, hein, il y a vraiment cette et ça, il n'y a pas d'études qui sont faites actuellement. Les seules études, c'est sur la mémoire du corps et tout, et sur la puissance. Il y a quand même pas mal de gens dans le milieu qui viennent suspecter que ça aurait même un impact en fait sur notre douleur, la sensation de douleur au niveau de l'accouchement. Puisque tu parlais tout à l'heure de la Kundalini, de l'énergie, tout ça, même au niveau du jeu hormonal, du plaisir, il faut savoir qu'il y a quand même des femmes qui arrivent à accoucher en ayant le plus gros orgasme de leur vie. Ça existe. Donc déjà, pourquoi on communique pas là-dessus? Donc il y a tout plein de choses autour de la naissance, de la sexualité, du plaisir et tout, qui presque même dans la religion, j'ai envie de dire, de tu enfanteras dans la douleur. Mais ta gueule, en fait. Non, mais quand on a dit ça aux femmes, toute une
pendant combien de décennies on a dit ça aux femmes, et du coup ça devient un mécanisme de croyance. Donc même j'ai envie de dire pourquoi pas, on pourrait aller en delà. Là on parle de la parentalité, mais même de concevoir un enfant peut générer des soucis dans la sexualité finalement. Bien sûr, ouais, ouais, complètement. Bah après, les mémoires, elles peuvent se réactiver à n'importe quel moment en fonction de chaque personne. C'est drôle, tu me parlais de douleur, ça m'a fait penser à, en fait, même sur les croyances autour de la femme, tu sais, il faut souffrir pour être belle. Ah oui, c'est C'est vrai. comme s'il y avait cette injonction de souffrance Mm. sur l'archétype même de la femme, en fait, de la polarité féminine. Je pense même à la notion de sacrifice, en fait, avec Mm. l'archétype de la mère, comme s'il y avait quelque chose, il fallait se sacrifier pour l'autre, pour l'enfant. Et en fait, je trouve que, bon, je m'éloigne un petit peu de, je fais une petite parenthèse parentalité, mais pour moi, le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est justement d'incarner en fait ce qu'on aimerait lui donner. Parce que souvent, la mère, elle va avoir tendance à se sacrifier pour l'enfant, justement, pour lui dire, bah, pour lui donner en fait ce qu'elle a envie de lui donner. Sauf que ce qu'elle lui apprend à ce moment-là, c'est bah, faut te sacrifier pour les autres. Complètement. Plutôt que de revenir à elle, se prioriser elle et incarner ce qu'elle aimerait donner à son enfant, quoi. En sachant que les enfants apprennent essentiellement par mimétisme. Donc, je te rejoins complètement dans cette notion de un enfant, ce qu'il a besoin, c'est bien sûr d'être aimé, de sentir qu'il y a un cadre sécuritaire, mais il a besoin aussi de sentir, et moi je le vois beaucoup dans mes accompagnements, on a donné ce rôle où les gens le disent, j'avais un rôle auprès de ma mère. J'entends souvent des femmes qui disent, ah ben, ma mère m'a toujours dit qu'elle se serait suicidée si j'étais pas là, qu'elle a tout sacrifié pour moi, que je suis son tout. Elle a jamais aimé quelqu'un comme moi. Mais la pression qui repose sur des femmes qui, même à 40 ans, arrivent encore et me disent ce genre de phrase, c'est-à-dire, en fait, ça envoie quoi? T'es pas libre, tu m'appartiens. C'est Tu ça. m'appartiens, tu me dois quelque chose, mais l'amour, ça rend libre. C'est pas de l'amour, ça, c'est des prisons. Ça emprisonne. C'est Donc, il y ça. a tout ça. Donc, les femmes, elles doivent faire ce travail de libération pour se libérer elles, mais aussi pour libérer leurs enfants. Donc, il y a tout ce travail, en effet, de déjà mise en lumière, de voir ce qui se joue. Et ça, ça demande d'être accompagné parce que parfois, on ne le voit pas pour soi-même et puis on est dans son quotidien et tout. Donc, de se faire accompagner pour prendre du recul et faire le point. OK, comment je me sens? Est-ce que la situation, elle me met en joie? Quelles émotions? Tout à l'heure, tu parlais de la culpabilité, de la honte, tout ça. Bah, OK, les nommer et voir à quel endroit c'est quelque chose que j'ai cultivé, c'est quelque chose qui m'a été transmis. Mm. Complètement. Et se faire accompagner, ne serait-ce que pour en fait se sentir moins seul. Parce que je sais qu'au tout début où moi j'ai commencé ce chemin-là, déjà dans la famille, c'était pas forcément des discussions qu'on pouvait avoir. Et de ce sentiment de se dire, mais en fait, je suis complètement folle, je vois des pardons, enfin des choses comme ça. Et puis après, d'être accompagnée, on se dit, mais ok, il y a d'autres personnes qui le vivent, je suis pas toute seule. Et ça permet, pour moi en tout cas, ça a beaucoup permis de dédramatiser. Ouais. Dédramatiser les choses. D'ailleurs, dans mes accompagnements, j'aime bien l'amener d'une façon ludique, avec un peu des jeux de rôle quelque part. On va incarner des archétypes pour pouvoir aller déceler les croyances, des choses comme ça. J'aime bien le faire avec humour parce qu'au final, on est tous là, on est tous en train de traverser les mêmes choses et c'est OK en fait. Il n'y a rien Ouais. y a rien de bien ou il n'y a rien de mal. L'idée, c'est de. Je pense qu'on cherche tous à se sentir bien avec soi-même, à se sentir bien dans son couple, à se sentir bien dans sa sexualité. Donc, Et puis, pourquoi on ne pourrait pas le faire dans la joie? Se libérer, ça peut aussi complètement. se faire dans la joie, ça peut Plutôt être qu'en souffrir. léger, et on n'est pas obligé d'être dans la souffrance et on se mettre quelque chose de léger, quoi. C'est clair. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus de tes accompagnements? Donc, pour quelqu'un qui aurait jamais été accompagné, qui aurait jamais, voilà, c'est comme une démarche, tu vois, d'aller voir quelqu'un qui va, surtout autour de cette thématique. Bien Parce sûr. que, tu vois, je pense que c'est un sujet où on rentre au plus profond de l'intimité de la personne. Donc, comment tu peux nous dire, voilà,
par quelle porte d'accès? Comment est-ce que c'est un accompagnement sur plusieurs séances? Comment ça fonctionne? Ok. Il y a plusieurs portes d'accès. Il va y avoir déjà l'empuissancement de la femme en tant que telle. Ça veut dire une personne qui vient juste pour incarner sa déesse intérieure. J'aime bien l'appeler la déesse intérieure. Je trouve que ça donne une belle image. Et la déesse, en fait, elle est variable d'une femme à une autre, mais le principal, c'est de reconnecter avec cette énergie-là en soi pour pouvoir l'incarner derrière. Donc, il peut y avoir vraiment juste une envie de reconnecter à sa féminité, sa sexualité profonde, la femme sensuelle en soi. Il peut y avoir une démarche plutôt en lien avec l'envie de trouver un partenaire. Ou encore une fois la personne qui est déjà en couple, peu importe son stade de vie, qui a des enfants, pas d'enfants, problème de couple ou pas. Et l'idée, c'est vraiment de revenir s'empuissancer et de venir trouver son équilibre déjà intérieur. Donc, ce que je parlais tout à l'heure, couple sacré, c'est d'abord incarner son féminin sacré et son masculin sacré, qui va ensuite permettre la Kundalini et donc la vie de s'exprimer à travers soi. On travaille principalement donc avec les archétypes, au cas où c'était pas encore clair. Oui, vous n'auriez pas compris encore la notion d'archétype. Au cas où le message n'était pas encore assez flashy. Mais on va travailler avec les archétypes et surtout, en fait, aux premières séances, on va venir voir un peu l'histoire familiale. L'histoire familiale en lien avec la sexualité, en lien avec l'argent aussi, puisque l'argent et la sexualité sont des énergies qui sont un peu jumelles, on va dire. D'ailleurs, la facilité ou pas d'une femme à faire de l'argent, ça va être sa facilité à se connecter avec son énergie créatrice et donc son énergie sexuelle. Donc, on vient visiter l'histoire familiale sur tout ce qui est sexualité, tout ce qui est argent, l'histoire amoureuse de ses parents, mais l'histoire amoureuse aussi de soi, pour voir un petit peu les schémas qu'on a pu entretenir, voilà, prendre un peu une vue de recul, prendre une prise de conscience de là où on en est dans sa vie, un état des lieux de sa déesse intérieure, un état des lieux de à quoi ressemble la déesse qu'on aimerait incarner, quels sont ces différents archétypes qui composent sa déesse, et puis de là, on décortique un archétype après un autre pour pouvoir arriver à un empuissancement personnel. Donc, tu t'imagines bien qu'on ne fait pas ça en une séance. Ou alors, ça serait une sacrée longue séance. En général, on est plutôt aux alentours de 10 séances en fonction de la personne où elle en est. Et puis, c'est vraiment au cas par cas personnalisé en fonction du vécu à chacun, du besoin à chacun. Mais on est principalement là-dessus. Donc, sur du coaching, ça va être principalement de la parole, mais il peut y avoir aussi des soins énergétiques, notamment pour tout ce qui va être libération des mémoires, des actes psychomagiques. Enfin, c'est un peu vraiment personnalisé et sur mesure avec la personne que je vais recevoir au cabinet ou en visio. Est-ce que tu peux recevoir des couples aussi? Alors, oui, mais en fait, je travaille plutôt avec une personne individuelle parce que je ne veux pas que le couple dépende de moi. C'est-à-dire que je préfère donner à chacun le pouvoir de pouvoir communiquer justement entre eux plutôt que de jouer d'intermédiaire, en fait, tu vois. Je préfère avoir des personnes en individuel et les aider à s'empuissancer, les aider à communiquer avec vulnérabilité à leur partenaire, plutôt que moi de jouer l'intermédiaire. Après, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes en couple, en coaching, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère, tout simplement pour la raison que je viens d'énoncer. Complètement. Et est-ce que c'est aujourd'hui, tu accompagnes que en individuel ou c'est aussi parfois en groupe où il y a des choses que tu crées en groupe? Pour le moment, j'ai uniquement des coachings en individuel. Après, je fais parfois des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des cercles mixtes pour justement arriver à reconnecter avec cette vulnérabilité intérieure déjà et pouvoir oser exprimer sa vérité en fait vis-à-vis de tout ça et encore une fois se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a énormément de personnes qui vivent les mêmes choses que nous. Complètement. Concernant la sexualité dans le couple après une naissance, tu dirais que est-ce que, selon toi, est-ce qu'il n'y a que la notion d'archétype qui entre en jeu dans les problématiques sexuelles? Donc, par exemple, souvent, enfin, je pense que le motif principal, on dirait que c'est le manque de libido. Bon, il y a le manque de temps et de fatigue. C'est sûr, quand on a un nouveau-né, c'est pas sa priorité.
On est plutôt en mode survie, manger, dormir et éventuellement se laver. On est bien d'accord. Éventuellement, si on a le temps. Éventuellement, mais on en est là que se laver devient même accessoire, hein, on ne devient plus dans les priorités parfois, donc pour Ouais. dire à quel point on peut se retrouver éprouvé. Mais après, avec le temps, une fois que tout s'est un peu calé, il y a plutôt cette notion de libido, de manque de désir, alors d'un des deux partenaires ou même des deux. Est-ce que selon toi, c'est un problème majoritairement d'archétype ou il peut y avoir d'autres choses qui viennent bloquer à cet endroit-là? Vous avez le temps. Je pense qu'il y a une grosse partie d'archétype. Mais il peut y avoir d'autres choses, comme on l'a dit déjà, tout ce qui va être abus, qui va faire que la femme va pouvoir avoir tendance à se renfermer sur soi, ou à l'inverse, que l'homme va se dire, bah mince, c'est la mère de mes enfants, et donc du coup, je la vois plus nécessairement comme une femme, mais plutôt comme une maman. Après, il peut y avoir aussi, mince, je viens de manger le... Attends. Le terme? Oui, j'avais la notion en fait de zone de confort. Qu'on est un peu dans son cocon, on a sa famille, on est bien, on est dans un truc un peu tranquille, que bah, l'énergie sexuelle, elle vient aussi appuyer sur certaines blessures. Enfin, ça fait ressortir une femme qui est dans sa puissance féminine, ça fait ressortir aussi bah, les peurs d'abandon, les peurs de trahison, les peurs de tout ça en fait. Et donc, si c'est des traumas, si c'est des blessures émotionnelles qui ne sont pas guéries, bah, dans le couple, on a tendance à se reposer un petit peu sur OK, on est dans un espace tranquille, je me sens bien, mes blessures ne sont pas activées, et donc du coup, bah, c'est OK, je laisse un petit peu la sexualité de côté. Souvent, ce qu'on se dit, c'est que ça va revenir, sauf que bah, si on ne met pas les pas pour que ça revienne, bah, malheureusement, ça peut être un peu compliqué. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a cette notion du coup de quand la femme elle reprend ce pouvoir de séduction, de sexualité, potentiellement, tu me dis si j'ai bien compris, elle peut mettre en danger l'homme qui, si une de ses blessures, c'est la peur d'être abandonné, d'être trahi et tout, va être réactivée quelque Tout part. à fait. Ou En vice. fait, à partir du moment où on refait surgir cette énergie, après on parle de femmes, mais c'est l'inverse, l'inverse est possible Oui, oui, aussi, hein. oui. En fait, c'est un peu comme s'il y avait une nouvelle rencontre. Donc, c'est comme si d'un coup, bim, on re-rencontrait quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau veut dire mince, c'est quelqu'un que je connais pas, mince, c'est imprévisible, mince, ça me fait revivre un peu tout le début d'une relation, en fait, finalement. Sauf que les enjeux sont d'autant plus grands que maintenant, on a une famille. Ah, intéressant. Ouais, donc ça peut expliquer aussi pourquoi finalement notre société est dans le côté patriarcat. Il y a une volonté un peu de pas trop aviver la flamme des femmes, quoi. Tout à fait. Parce que Aussi la ou peur chez les que... femmes, quand on Comment? dit le côté ou chez les femmes aussi le côté quand on dit castratrice ou quoi, ce côté de un peu contenir la puissance masculine, parce Ouais, qu'elle est bien sûr. en danger. Ok, c'est vraiment intéressant. Quand tu dis il faut pas laisser, donc on pense à tort que ça va revenir. Alors, quelle notion de temps tu pourrais dire, tu vois, bon, bah, quand on vient d'avoir un enfant, déjà, il faut se remettre physiquement en fonction de l'accouchement en plus, hein, parce que parfois, quand ça a été un peu difficile ou qu'il y a une césarienne, ben, il y a des maux physiques. Déjà, physiquement, on n'est pas toujours dans la capacité. Mais tu dirais à quel moment il faut s'alerter? Quels peuvent être les signes un peu d'alerte de se dire, OK, là, il faut agir. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Hmm. Le premier qui me vient, c'est l'envie d'infidélité, déjà. En termes de Hmm. signes, c'est que si je ressens du désir, mais que j'arrive plus à le diriger vers ma partenaire ou mon partenaire, bah, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser des questions. Parce que c'est quelque chose qui est toujours là. Enfin, ça reste humain, un besoin de sexualité. Après, en termes de timing, j'ai envie de dire que ça dépend tellement de la personne et ça dépendait déjà de leur sexualité avant enfant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir envie de faire l'amour tous les jours, et il y a des personnes, une fois par semaine, ça leur suffit en fait. Donc, c'est de voir à quel point le décalage il s'est créé par rapport à avant, après, et, euh, et d'en parler en fait déjà avec son ou sa partenaire, de voir, ok, bah là, ça fait tant de temps qu'on n'a pas eu de rapport, comment tu te sens avec ça? Et à partir du moment où je pense qu'on commence à se poser la question, bah, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, quoi. Intéressant. Donc, tu disais, un, l'envie d'infidélité. Donc, ça veut dire,
j'éprouve le désir d'aller voir ailleurs ou j'ai du désir sexuel pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui doit m'alerter. Je Ouais. m'alerte sur, OK, il y a quelque chose dans mon couple, même finalement, parce que là, on disait, bah, s'il y a moins de rapports sexuels et tout, mais finalement, même s'il y a des rapports sexuels à une cadence qui semble régulière, ça doit quand même nous alerter. Après, encore une fois, ça dépend du contrat de couple de chacun. Parce que l'infidélité n'est pas une mauvaise chose à partir du moment où c'est discuté dans le couple. Il y a des Non, mais quand on utilise ce terme, déjà, par définition, on n'entend pas un Mais c'est couple une libre. croyance aussi. L'infidélité veut dire qu'on a une relation. Bah, ça veut dire qu'on parle de fidélité. Il faut qu'il y ait eu fidélité dans le Ouais, couple tu vois. discuté auparavant. Mais c'est souvent en fait des zones, un peu des zones grises, j'ai envie de dire, dans le couple, parce qu'on a tellement un schéma du couple qui est presque évident dans la croyance sociétale que bah, la fidélité fait par défaut partie du couple. Sauf que bah, ce n'est pas le cas pour tous les couples. Il y a des couples libres, il y a des trouples, il y a un peu de tout. Et c'est OK, en fait. L'idée, c'est d'arriver à trouver qu'est-ce qui, pour moi, est ma définition du couple et ma définition de la sexualité et ma... Et Voilà, puis, qu'est-ce qui pour moi me correspond et qui peut aussi, l'importance de se sentir libre, qui peut aussi évoluer. Rien n'est immuable. Ce qui est important, c'est, comme tu disais, ça nous correspond. Et je te remercie de le poser là dans cette définition du couple. En fait, que ce qui est important, c'est pas se sentir emprisonné dans quelque chose. Si à un moment ça ne nous convient plus, ça ne nous met plus en joie, bah ça aussi, ça va avoir un impact dans la sexualité qui doit être à un moment où on se sent libre. Je pense qu'une des choses premières qu'on doit ressentir pour avoir une sexualité épanouie, c'est la liberté. complètement. Liberté Complètement. et sécurité, quelque part. Ouais, ça va ensemble. Puis vraiment, là, il y a cette reconnexion bah, au corps, en fait, hein, parce que la sexualité, elle n'arrive pas là-haut. C'est quand tu parles de liberté. Pour les femmes, pour nous, on est souvent à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Et du coup, bah, c'est aussi ça qui peut parfois jouer sur la libido. Ça va être, bah, je pense tellement à tout ce qu'il faut que je fasse, le ménage, le machin, le ci, le là, que bah, finalement, je suis complètement déconnectée de mon chakra sacré, de mes organes génitaux, que bah, j'arrive pas à revenir dans mon corps et forcément, j'arrive pas à ressentir du désir. Donc, il va y avoir aussi de nouveau bah, cette reconnexion au corps et lâcher un petit peu le mental. Et c'est là où, du coup, le contrat de couple et l'équilibre du couple va aussi jouer. C'est-à-dire que tout dépend de l'implication du père dans les tâches familiales, les tâches quotidiennes, et ben ça peut avoir un impact plus ou moins grand sur la sexualité de la femme derrière. Parce que tu t'imagines bien que si les tâches sont partagées ou si les tâches ne sont pas partagées, la charge mentale de la femme à côté, elle va être impactée. Donc, qui dit moins de pensée, dit plus de ressenti parfois. Ça, c'est un super argument, ça. J'adore cet argument. Tu veux plus de sexe, impliquons plus à la maison. C'est un super slogan, ça. C'est clair. Si on prenait une femme de ménage, par exemple. Ah bah là, c'est bon, c'est feu d'artifice tous les soirs. Non, mais c'est hyper intéressant. En effet, on en parle de plus en plus de la charge mentale qui incombe aux femmes et de la plus grande difficulté que nous avons, nous, d'ailleurs, les hommes le disent rapidement que eux, ils arrivent à cloisonner. C'est quelque chose que nous, on arrive moins à faire parce que nos pensées sont en permanence en train de switcher d'un étage à un autre, d'un truc à un autre. Ça fait vraiment le ah oui, il y a ça, et les enfants, et l'activité, et les courses, et les vacances, et au travail, il y a ci, il y a ça. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas disponible on n'est pas dans la qualité de présence à soi ni à l'autre pour vivre un moment bah, juste on est connecté à nos deux corps, à notre désir et tout. Ouais, Peut-être que parfois, c'est intéressant qu'on en parle dans la notion de désir, c'est pas qu'il n'y en a plus, c'est juste qu'on est incapable la reconnecter. ouais, bien sûr. On est tellement déconnecté, bah, encore une fois, du corps, hein, que du coup, le désir, il est peut-être là, mais en fait, on ne le sent pas. Complètement. Bon, merci Stéphanie pour toutes ces précisions. Donc, on peut te retrouver sur ton site internet, donc à Stéphanie Senoli. Et puis, comme je le disais au début, bah, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, sous le nom de Couple Sacré, donc pour tous tes précieux conseils et puis un accompagnement de super qualité pour vraiment ben, vivre pleinement sa sexualité en couple, mais pas que, comme tu l'as dit. Bah là, on était axé, bien sûr, puisqu'on est dans Mama Libré, sur la parentalité, la maternité et tout.
Mais ça peut être aussi, ben voilà, s'il y a des mamans solo, il y a des reconstructions aussi de couple et tout, c'est assez intéressant d'aller travailler. Je trouve c'est un travail qu'on devrait tous faire parce que il y a plein d'endroits, on fait beaucoup d'études, on a beaucoup de clés et les endroits les plus fondamentaux de nos vies, qui sont les piliers centraux, comme bah, le couple, la famille, la sexualité, ben, c'est des sujets avec lesquels on est un peu désarmé et on n'a aucune clé en fait. On se débrouille avec les modèles qu'on a reçus et souvent les modèles qu'on a reçus, ce sont ceux de nos parents et ils ne sont pas toujours idéaux. Et puis, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de parents qui parlaient de sexualité. Enfin, en tout cas, moi, Non, on va pas. non, c'est sûr. Mais tu vois, justement, ça a un impact majeur dans la vision du couple qu'on a eu. C'est clair. La sexualité, du coup, est tabou. Et Tu en vois? plus, tu parlais de solo, c'est aussi hyper important de se connecter avec sa propre sexualité. Donc là, on peut repartir encore pour une heure sur les injonctions de la femme et la masturbation. On va faire des lives sur le sujet. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt, Stéphanie, sur ma Merci, Librairie. Anaïs.